Le nouvel invité de Faites-moi lire est Frédéric Petit, député des Français établis en Allemagne, Europe et Balkans. Il est l'invité des dialogues européens au Champ libre de Rennes. Frédéric Petit, bonjour. Bonjour. Alors, je commencerai par une actualité, qui est une de vos actualités. Vous avez déposé récemment une proposition de résolution visant à lever les restrictions concernant l'utilisation des systèmes d'armes de longue portée livrés à l'Ukraine. C'est une forme d'escalade possible dans le conflit avec la Russie. Qu'est-ce que ça vise? Non, pas du tout. D'abord, elle a été très vite résolue, puisque même les États-Unis se sont alignés là-dessus. Mais je voudrais dire qu'il y a deux fake news que je cherchais à toucher avec ça. La première chose, c'est qu'il est faux de dire que ce genre de décision autorise les Ukrainiens à quoi que ce soit. Les Ukrainiens tapent dans la profondeur du territoire russe depuis plus d'1 an et demi. Ils ont tapé il y a 2 mois sur Tver. Tver, c'est à 100 km au nord de Moscou. 3 semaines avant, au moment où je faisais cette résolution, ils avaient tapé sur Outmout, à 500 km à l'est de Moscou. Donc on ne les autorise à rien du tout. La seule chose qu'on fait avec ce genre de décision, c'est qu'on leur simplifie le job, parce qu'on leur dit « nous vous faisons confiance, nous vous livrons des armes, c'est à vous de décider ce que vous en faites ». Et si on ne leur fait pas confiance, il vaut mieux pas leur livrer des armes. Donc ma position, c'était une position de logique, un peu technique. Ce n'est absolument pas une position stratégique qui considérerait que les Ukrainiens sont des gens qui nous obéissent et qui font ce qu'on leur demande. Les Ukrainiens ont une armée qui se bat très bien. Nous avons des efforts de formation à faire. C'est pour ça que j'ai posé, il y a 2 jours, j'ai écrit au ministère des Armées pour que nos instructeurs puissent aller continuer la formation sur place, parce qu'il y a 2 écoles du combat d'infanterie, entre les Européens qui font attention à la vie humaine et les Russes qui envoient de la viande, comme on dit. Mais l'armée ukrainienne fait bien son travail. Elle tape dans la profondeur, elle tape précisément, elle n'a jamais tué un civil, elle tape précisément, elle tape sur des aéroports, elle tape sur des usines de fabrication. Ça, c'est la première fake. Nous ne les autoriserons à rien. Deuxième fake, ce n'est pas une revanche de ce que font les Russes. Parce que les Russes tapent spécialement revendiqués dans leurs journaux et dans la presse russe sur des installations civiles pour fatiguer les civils. Donc ils tapent sur des installations de chauffage. Oui. Voilà, ça n'a rien à voir. Les Ukrainiens tapent sur des militaires, sur des objectifs militaires, et ils le font bien. Donc la seule chose que je disais, c'est faisons-leur confiance et permettons-leur de détruire au départ ce qui va se passer. Vous savez, moi je suis allé en Ukraine 6 fois depuis le début de la guerre. Il y a alarme et alarme. Il y a des alarmes où on est alarmé, on a son petit téléphone, son petit truc, et on nous dit, bon, ça dure 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à taper sur l'avion qu'ils avaient vu décoller. Voilà. Et puis, j'entends bien vos remarques sur les fake news, et vous avez tout à fait raison de vouloir les déminer. Reste que la semaine dernière, Moscou a dit qu'il y a eu 2 missiles, je crois, américains qui ont été tirés à l'intérieur du territoire russe, et Moscou a mis en garde contre la possibilité de frapper des pays occidentaux. C'est quoi? C'est une guerre de communication? Oui. C'est une guerre de communication. C'est utilisé. Ce sont des armes qui sont tirées par l'armée ukrainienne aujourd'hui et qui sont sous sa responsabilité. C'est une manière d'anticiper ce qui va se passer dans les mois qui viennent. À propos de fake news, je vous cite, sur Twitter, vous écriviez « La guerre de l'information menace de démocratie, c'est valable pour l'Europe comme pour les USA. Il est temps de se réveiller et de se cogner à la réalité. » Donc nous sommes donc pour vous, avant tout, dans une guerre de désinformation. Oui, et c'est une stratégie qui a été démarrée d'ailleurs en URSS, qui est écrite, pour ceux qui s'intéressent à ce qui est écrit en Russie, publié. Ça a été commencé en 2000 quand Poutine revient. La génération de Poutine qui a mal vécu les années 90 est persuadée que la chute du communisme est due à une espèce de désinformation que le communisme aurait dû gagner, mais que voilà. Donc ils se sont posés des tas de questions là-dessus. Et ils sont arrivés à une théorie qui continue à être travaillée. Vous savez, tous les généraux en Russie sont également profs de philo. C'est comme ça, parce qu'il fallait qu'ils étudient Marx. Voilà. Donc ils s'appellent tous profs de philo. Donc il y a une volonté écrite, publiée, consultable. La dernière en date, c'est 2023, qui dit « Nous allons
nous battre sur ce domaine. Nous allons construire un récit qui n'est pas le bon, etc. Alors, justement, c'est des narratifs, c'est des récits narratifs, c'est des distorsions mémorielles, mais comment ils agissent, pour être très clair, en Europe, par exemple, ou aux États-Unis? Comment ça se passe concrètement? Je vous explique. Sûrement, ça ne sera pas concret, parce que c'est exactement comme sur le terrain. L'impérialisme a besoin de zones grises. Donc en fait, il crée des zones grises sur le terrain, avec le Donbass, avec le Bélarus, mais il crée des zones grises dans les esprits, en balançant des trucs, en disant, par exemple, le monde russe. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, le monde russe? Voilà. Le monde russe, c'est nous défendons les Russes, où qu'ils soient sur la planète. La mère patrie, oui. Non, oui, pas du tout la pareil. mère patrie et les Russes, oui. Oui, ce n'est pas du tout pareil, parce que défendre le monde russe, quand vous demandez à l'explication pour laquelle ils se sont permis de juger par un tribunal de Moscou par rapport au droit russe la première ministre d'Estonie, on vous répond, mais elle parle russe. Est-ce que ça viendrait à l'idée de quelqu'un en France de mettre un PV à un Français à Londres parce qu'il roule à gauche? Enfin, et ça, c'est de l'impérialisme hybride. Parce que, du coup, il y a ça touche des réflexions en disant, oui, mais après tout, le monde russe, nous, on a bien la francophonie. Ça, c'est les logiques expansionnistes. Mais ça, c'est les logiques expansionnistes. Concrètement, c'est ce que je veux dire. Pour accompagner ces logiques expansionnistes, par quels outils la propagande est-elle diffusée? Par des outils que vous connaissez, qui sont des outils de journalistes, qui sont des outils de prise de position de gens qu'on convainc dans les pays, par des prises de position de partis politiques, hein, voilà, mais qui ont ça en commun, qu'ils créent de la zone grise intellectuelle, mais qui créent de la zone grise intellectuelle. C'est-à-dire, les gens ne se posent plus la question en disant, bah oui, après tout, ils parlent russe, donc ils sont russes. Vous savez, je vais vous donner un exemple très précis. En mai 2020, Lavrov, qui est en déclaration officielle à Samarcande, dit, pour justifier l'agression, il dit, mais enfin, supposez que les Wallons aient un problème avec les Flamands. Tout le monde comprendrait que la France prenne les armes pour défendre la minorité française en Belgique. Pour lui, les Wallons sont une minorité française en Belgique. Eh bien, quand on est une démocratie européenne, c'est faux. Comme on a eu avec les Sudètes et l'Allemagne. Voilà, c'est faux. Oui, bien sûr, mais c'est faux. Ce sont des citoyens belges qui parlent français. Bien et sûr. Ça, on crée du flou. Et du coup, il y a des gens qui disent « Ah ben oui, c'est vrai, les Wallons, ils parlent français après tout. » Et on crée du flou dans lequel s'insinue ce que j'appelle, moi, la flemme citoyenne. Donc voilà, et comme ça demande... D'accord, et donc ça, en fait, ça pousse les gens à moins exercer leur capacité rationnelle, en fait. Et ça, qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est ce qu'a dit Marc Sangnier, tout le monde a une même JC de Marc Sangnier quelque part, mais personne ne sait qui c'est aujourd'hui. Mais le parti, le MoDem, a 100 ans aujourd'hui, et Marc Sangnier disait il y a 100 ans, la démocratie, il ne parlait pas d'élection, de choses comme ça, il disait la démocratie, c'est le plus haut degré de conscience et de responsabilité des citoyens. Eh bien, aujourd'hui dans le monde, la conscience est attaquée par ces zones grises, par cette flemme-là, et la responsabilité des citoyens, c'est autre chose. C'est « I will fix it ». Tu peux rester chez toi, va regarder Netflix, « I will fix it ». Ça, ce n'est pas démocratique dans l'esprit. Ce n'est pas démocratique dans l'esprit. Donc, on est en train de se cogner à ça. Il faut se réveiller pour que les citoyens reprennent leur conscience, leur travail à la maison. Il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Et il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Donc concrètement, il s'agit de substituer une sorte, pas d'hégémonie occidentale, mais de continuer de diffuser des informations vraies pour essayer de contrer une hégémonie informationnelle de l'axe Chine, Russie, Téhéran, quoi. Oui, j'aime pas le mot hégémonie parce que moi j'accepte qu'on dise... on va parler tout à l'heure du non-alignement, dans tous les nouveaux mots qu'on crée pour nous embrouiller. Non-alignement me plaît pas mal parce que je crois que la ligne droite est ennuyeuse, donc j'aime bien cette idée. Moi, je suis d'accord qu'on ne sera plus les seuls au monde, que j'aime pas ça. Puis je me sens très différent des États-Unis, moi. Les États-Unis n'ont pas l'unité dans la diversité. Le melting pot, je n'aime pas, moi. Hein. Ce n'est pas ma culture profonde citoyenne. Donc, j'admets ça. Mais je ne dirais pas qu'il faut lutter contre une hégémonie extérieure. Il faut revenir sur ce qui a fondé nos valeurs, c'est-à-dire nous sommes des peuples qui ont posé pour la première fois dans le monde, le fait qu'on pouvait être en conflit et ne pas se taper dessus. Ça n'a pas commencé avec France-Allemagne. Hein. Dans la région dont on parle, là, entre la mer Baltique et la mer Noire, depuis le XVIe siècle, République des deux nations. Oui, en effet. Oui, République des deux nations.
C'est des choses qu'on a toujours portées dans l'Union européenne, sauf la Moscovie, qui a toujours dit, moi, si on veut coopérer avec moi, il faut d'abord parler russe et après m'obéir. Si on fait ça, après je pourrais éventuellement construire des usines ou construire des ponts. Mais d'abord on fait ça. Mais en tout cas, cette multipolarité est quand même, ne vous fait pas peur. Non, non. Et il y a besoin quand même de constituer, à l'intérieur de ce monde multipolaire, on a quand même plus de liens avec les autres démocraties, même atlantistes, que les autres, non? Moi j'adore la Russie en tant que culture, j'adore. Donc c'est Poutine le problème? Non, parce qu'il n'y a pas que Poutine, c'est un système. C'est un système qui, c'est un impérialisme, voilà, qui est porté, pas que par Poutine, hein, qui commence à craqueler à l'intérieur, parce qu'il y a un problème démographique des Slaves en Russie, hein, qui commence à être... oui, voilà. le manque de Voilà. démographique. Et il y a je prends aussi cet exemple qui a été peu rapporté dans la presse de l'Ouest, mais à l'automne 2022, il y a donc c'est la crypto, ce qu'on appelle la crypto-mobilisation, donc il faut quand même entraîner les gens, hein. Et donc il y a des gens qui arrivent très peu de Moscou et de Saint-Pétersbourg, hein. Ils arrivent de Sibérie, ils arrivent du Caucase, et ils sont dans un camp en Russie, dans un camp d'entraînement. Il y a un sergent slave qui dit un mot de travers à un appelé, à un conscrit musulman, 15 morts, 19 blessés, entre eux. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont en train de passer à la Douma, qui sont des lois dont le racisme ferait pâlir Marine Le Pen ou la AfD. Des choses mais absolument terribles. D'ailleurs, les républiques elles-mêmes commencent à dire que vous ne pouvez pas interdire aux Tadjiks, vous ne pouvez pas leur mettre une croix aux Tadjiks. Enfin, des lois terribles. Mais pas une croix précisément, oui. Oui, non mais voilà. Donc, vous ne pouvez pas nous marquer comme ça, on a toujours été ensemble. Les gens qui viennent bosser à Moscou, ils viennent vous aider. Voilà. Et on est dans une société... une explosion de la fédération, en fait. Quelque chose, je dirais, je ne parlerai pas en termes politiques, parce qu'en termes politiques, c'est extrêmement verrouillé et ça fonctionne. En termes d'adhésion des peuples. Je parlerai plutôt en termes de... c'est pour ça qu'ils cherchent quelque chose qui est de l'ordre de la civilisation. Ce mot terrible, hein, ils disent ils sont convaincus qu'ils portent une guerre civilisationnelle. Ah, bien sûr. Et qui est propre à beaucoup de l'extrême droite européenne aussi, hein, qui disent que, en fait, ce sont les derniers à défendre la civilisation européenne, chrétienne, plus ou moins blanche, etc., quoi. Tout à fait. Donc c'est cette stratégie de je suis la civilisation, alors que je brise un certain nombre de choses très humaines et très simples, comme les frontières, comme le fait que quelqu'un peut parler une autre langue et que c'est très bien. Vous savez, je prends un exemple aussi très souvent. Les gens disent oui, mais les valeurs de l'Union européenne, c'est quoi, etc. Alors tout le monde au début me dit c'est un détail ce que tu dis là, mais je vous donne l'exemple. En 90, nous avons décidé politiquement en Union européenne, politiquement, on ne l'a pas subi. Nous avons décidé que nous aurions 24 langues. Oui, nous aurions 24 langues, 5 alphabets différents. Bien sûr. Et chaque fois qu'il y a une directive européenne, elle est traduite en gaélique, et elle est passée en cyrillique pour les Bulgares, et en alphabet grec pour les Grecs. Chaque fois. Et bien ça, évidemment, on peut dire que c'est un détail. C'est l'unité dans la diversité. Mais c'est fondamental. C'est fondamental. Et ça a été un choix politique. Il y a des gens qui voulaient qu'on parle espéranto, il y a des gens qui voulaient... Oui, je connais bien cette histoire. Oui. On va faire autrement. Et ça, c'est unique. Pour en revenir à la question de la désinformation et de l'entrisme et de l'hégémonie, des tentatives, etc., de la Russie, mais comme de la Chine, est-ce qu'au final, tout ça ne découle pas d'un véritable... d'une mauvaise croyance qu'a eu les pays occidentaux, les USA et l'Europe, que la conviction finalement des régimes occidentaux que la multiplication des échanges économiques et culturels allait encourager la transition démocratique dans ces pays, que ça n'a pas du tout fonctionné? C'est surtout les Allemands qui croyaient ça. Je ne sais pas si on a ce péché un peu originel du côté français, de la France, par exemple. Moi, je suis persuadé que, par exemple, pour moi, la finance est un langage. La finance n'est pas le diable. La finance est un langage. Les échanges, depuis les Vénitiens, c'est les échanges qui ont créé la planète. Si on peut se parler... Les Lombards, les Vénitiens, bien sûr. Tout ça. Donc, je ne suis pas... mais par contre, je n'allais pas aussi loin dans cette espèce de tactique qu'on va faire du commerce, donc ils vont devenir démocratiques. Absolument pas. Je suis pas dans cette... Je ne me sens pas responsable de ce qu'on pourrait considérer comme une erreur. Par contre, je crois qu'il faut continuer à développer des échanges. Je suis, moi, rapporteur, vous ne l'avez pas cité, je suis rapporteur de ce qu'on appelle la diplomatie d'influence, qui est un terme qui ne me plaît pas beaucoup, mais
c'est-à-dire de tout ce que fait la France, en particulier l'Institut français, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi, pour porter une parole culturelle, scientifique, des échanges, etc., partout dans le monde, et de coopérer. Et l'évolution qui est assez réussie, je trouve, pour la France, c'est de considérer que nous sommes sortis de l'histoire de la France c'est tout, donc on vient faire une école française parce que nous on sait mieux faire, vers quelque chose qui est de la coopération scientifique. On a des coopérations scientifiques, on a un travail, par exemple, cette politique qui n'est jamais rappelée au Rassemblement national, qui est une politique publique avec un objectif à 500 000 étudiants par an. Vous voulez dire que le temps de l'arrogance est fini pour la France? Le temps de l'arrogance est fini, et le temps de l'enrichissement par l'échange, mieux maîtrisé, mieux organisé, est venu. Dernière question, avant-dernière question, est-ce que vous notez une augmentation des problématiques liées à la diffusion de fausses informations avec le recours croissant à l'intelligence artificielle? Oui, il y a recrudescence. Je pense que le danger n'est pas exponentiellement supérieur avec l'avancée technologique. Je crois que le danger est toujours le même. Moi, ce qui me fait très peur, par contre, aujourd'hui, et depuis quelques semaines, ça me tourne, c'est un couple, je vais le donner, vous allez tout de suite comprendre, Musk-Irashvili. C'est-à-dire, je suis inquiet d'avoir, et on pourrait, peut-être qu'en France, on pourrait commencer à se poser des questions également. Une école de journalisme qui est faite par 3 milliardaires, ça m'inquiète. Voilà, ça m'inquiète. Donc, c'est plutôt là, moi, que je ne parle pas de technique. Je ne serai jamais un technicien de l'information. Évidemment, ils iront de plus en plus vite, ils le feront de plus en plus. Voilà. Mais ce qui m'inquiète, c'est ce côté, comment on fait, enfin, ce que fait Musk aujourd'hui depuis l'élection de Trump, ça me sidère et ça m'affole. Franchement, ça m'affole. Ça inquiète. C'est inquiétant, cette participation, l'air de ne pas y toucher, mais avec un petit peu d'humour, etc., comme si c'était lui le... On a l'impression que nous, on joue à la démocratie et que c'est lui qui, derrière, ramasse les pilote tout ça. Et, alors, mutatis mutandis, comme Irashvili en Géorgie. C'est ça, il y a un côté puppet master qui fait un peu peur. Voilà. Vous le savez, Frédéric Petit, Faites-moi lire s'intéresse tout particulièrement aux livres et à la lecture. Alors pour finir, pourriez-vous conseiller à nos téléspectateurs un livre qui vous a particulièrement fait aimer l'Europe ou l'idée de l'Europe? Alors, je vais commencer par 3 choses qu'il faut absolument savoir pour les Européens, et ça m'énerve, je profite de cette fenêtre pour leur dire, il faut que tous les Européens sachent ce que c'est que la République des 2 nations, la République de Voïvodine et le Vormärz en Allemagne. Ce sont 3 proto-Union européenne, et il faut qu'on en parle. Après, le bouquin qu'il faut absolument lire, je pense, c'est Les Abeilles Grises. Les Abeilles Grises, c'est un roman d'un auteur ukrainien qu'il a écrit en 2015-2016, je crois, qui se passe dans cette zone autour du front, qui est l'histoire d'un éleveur d'abeilles qui vit cette... Les abeilles grises. Les abeilles grises. D'accord, ok. Les abeilles je ne connais pas. Les abeilles grises, c'est absolument extraordinaire si on veut comprendre ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Et c'est un roman. Frédéric Petit, nous vous remercions de votre présence et bon dialogue européen. Merci à vous et à plus tard.